Donc j'appelle Dr Nyongo Timo qui va nous parler de la musculature et l'innervation pelvipérinéale en dissection anatomique assistée par ordinateur. Non, c'est pas bien. Un quart d'heure, partout. On est bien. Messieurs les membres du comité de l'Académie nationale de chirurgie, mesdames et messieurs, je vous remercie de me donner l'opportunité de vous présenter les résultats de ma thèse d'université soutenue cette année, co-encadrée par le professeur Gérard Benoît et par Dr Thomas Bessède sur la musculature et l'innervation pelvipérinéale en dissection anatomique assistée par ordinateur. Alors le plancher pelvien. Donc le plancher pelvien est constitué d'un muscle majeur principal, le muscle élévateur de l'anus, dont le but est d'assurer la statique pelvienne. Sans ce muscle, on marcherait sur nos organes. C'est un muscle complexe qui est décrit dans tous les bouquins d'anatomie de référence, tous les traités, comme un muscle strié. C'est un muscle complexe avec de nombreux faisceaux musculaires qui, en fait, de fait de sa présence, donne des caps, cap anal, cap vaginal, cap urétral, et qui assure donc la continence. Cependant, son innervation est trop peu connue. 3 options existent dans la littérature pour cette innervation. L'innervation via le nerf pudendal, ou via le nerf du muscle élévateur de l'anus, ou via les deux. En tous les cas, l'innervation somatique. Dans les années 90, le professeur Gérard Benoît a théorisé l'innervation au niveau du petit bassin en expliquant qu'au niveau ici du muscle élévateur de l'anus, il y avait au-dessus des nerfs simplement autonomes et en dessous des nerfs somatiques. Nous allons voir tout au long de cet exposé que nous allons reconsidérer cette théorie. Alors, quel est l'intérêt ? Pourquoi étudier le muscle élévateur de l'anus ? Eh bien, chez la femme, un quart des femmes ont une dysfonction du plancher pelvien. Du fait de l'âge, la ménopause, les grossesses, l'accouchement. Et chez l'homme, c'est surtout après les prostatectomies radicales qu'on va avoir des troubles de la continence urinaire ou des troubles érectiles. Nous avions fait une revue de la littérature sur l'intérêt d'étudier l'anatomie du muscle élévateur de l'anus. Et donc, nous nous sommes interrogés sur les structures musculaires et nerveuses impliquées dans la survenue de ces troubles. Nos objectifs étaient donc de localiser ces nerfs, d'analyser leur fonction, mais aussi la structure musculaire du muscle élévateur de l'anus, de préciser la localisation et la fonction de l'innervation du sphincter urétral et d'établir un modèle tridimensionnel accessible pour la pédagogie. Pour cela, nous avons prélevé 9 bassins osseux de fœtus, 6 fœtus féminins, 3 masculins de 19 à 36 semaines qu'on a inclus en paraffine, puis nous avons réalisé des coupes serrées continues afin de pouvoir réaliser des colorations classiques pour une approche morphologique, donc trichrome de Masson, hématoxyline et éosine, et aussi afin d'avoir une approche fonctionnelle à l'aide d'anticorps spécifiques de tous les nerfs, l'anticorps anti-S100, mais aussi des nerfs somatiques, autonomes sympathiques, parasympathiques, nerfs nitriérgiques impliqués dans la vasodilatation et l'érection, nerfs sensoriels, le muscle lisse avec l'anticorps anti-actine lisse et les muscles striés. Donc nous avons obtenu des images bidimensionnelles que nous avons scannées, que nous avons alignées, puis réalisé un contourage manuel pour une reconstruction tridimensionnelle et l'ensemble de ces étapes réalise la dissection anatomique assistée par ordinateur. Certains résultats étaient surprenants et donc nous les avons confirmés avec une seconde technique, la microscopie électronique à transmission. Alors nos premiers résultats sur l'innervation du muscle élévateur de l'anus chez le fœtus féminin humain. Ici, vous avez une coupe histologique d'un bassin de fœtus féminin coupé transversalement. En arrière, ici, le rectum, le vagin, le muscle élévateur de l'anus. Et donc, cette image est marquée par l'anticorps anti-S100, donc on voit tous les nerfs. On voit qu'au niveau de cette zone triangulaire, nous avons le plexus hypogastrique inférieur qui donne des nerfs pour le rectum, pour le vagin, mais on voit aussi qu'il donne des nerfs pour la partie médiale du muscle élévateur de l'anus. Ici, c'est le nerf du muscle élévateur de l'anus. Et ça, on l'a confirmé avec des anticorps spécifiques.
Voici la reconstruction tridimensionnelle de ce bassin avec ici la vessie, l'urètre, le vagin, l'utérus, le rectum et ici le muscle élévateur de l'anus. Et si on prend le muscle élévateur de l'anus comme référence anatomique, nous avons décrit 3 voies d'innervation pour ce muscle. Une voie supraélévatorienne, somatique pure, via le nerf du muscle élévateur de l'anus. Une voie endolévatorienne, autonome pure, via le plexus hypogastrique inférieur, juste ici. Et une voie infraélévatorienne, via le nerf pudendal, qui était en fait mixte avec 70% de fibres somatiques et 30% de fibres autonomes. Donc 3 voies d'innervation, et ces résultats ont été publiés dans Neurourol Urodynamique, une revue de Rambé. Ce qui nous a beaucoup surpris, c'est la participation du plexus hypogastrique inférieur à l'innervation de ce muscle qui est décrit comme strié. Et donc nous avons voulu identifier la structure musculaire du muscle élévateur de l'anus. Pour cela, nous avons analysé ce muscle avec de l'anticorps anti-actinis. Ici, vous avez un bassin osseux de fœtus féminin humain coupé sagittalement, avec ici la vessie, l'utérus, le rectum, le vagin. Et donc, cette image est traitée par l'anticorps anti-actinis. On voit ici donc, le muscle élévateur de l'anus, qui est juste ici la partie postérieure, avec la zone du raphet anococcygien. Ici, c'est la zone du muscle pubo-vaginal, le faisceau pubo-vaginal, qui est aussi marqué par l'anticorps anti-actinis. Et comme cela, nous avons montré 3 zones musculaires lisses au sein de ce muscle, au niveau du raphet anococcygien, de la partie médiale du muscle élévateur de l'anus et d'une zone de protrusion qui est juste ici. Donc ici, on a la reconstruction tridimensionnelle, la même que tout à l'heure, où on a ajouté en rouge ces zones musculaires lisses, raphet anococcygien, partie médiane du muscle élévateur de l'anus, et ici une zone de protrusion entre le rectum et le vagin. Et ces zones étaient innervées par le plexus hypogastrique inférieur. Cette systématisation a été valorisée dans une publication dans l'American Journal of Obstetrics and Gynecology, une revue de rang 1 en gynécologie. Donc, voici cette systématisation, donc 3 voies d'innervation, nerf pudendal infraélévatorienne, nerf du muscle élévateur de l'anus supraélévatorienne et voie endolévatorienne via le plexus hypogastrique inférieur qui innerve donc ces zones musculaires lisses, la zone du raphet anococcygien, la zone médiane du muscle élévateur de l'anus et cette zone de protrusion. Donc, une partie médiane musculaire lisse sous contrôle nerveux autonome, viscérale, et une zone latérale striée en contact avec le bassin osseux. Donc nous avons voulu vérifier ces résultats chez le fœtus masculin et nous avons retrouvé les mêmes constatations. Une zone musculaire lisse allant de l'urètre au sacrum. Ici, on voit sur cette image le rectum, la prostate, la vessie, donc muscle obturateur interne, muscle piriforme. On voit ici des zones en fait musculaires lisses. Donc ici, on a le muscle élévateur de l'anus qui fait le tour du rectum, en avant ici, en arrière. On a cette zone endolévatorienne en violet que nous avons reconstruit en 3 dimensions ici, une zone centrolévatorienne ici en vert qui va du rectum à l'urètre qui pourrait correspondre au muscle recto-urétral et une zone infraélévatorienne sous le muscle élévateur de l'anus en bleu juste ici. Donc voici ici cette reconstruction de ces 3 zones qu'on a intitulées compartiment médian musculaire lisse qui est innervé donc par ici, donc on voit les branches nerveuses en jaune par une innervation donc autonome, le plexus hypogastrique inférieur. Et donc ces résultats viennent d'être valorisés, viennent d'être acceptés en publication dans Clinical Anatomy. Et enfin, nous nous sommes intéressés à l'innervation de l'urètre chez le fœtus masculin humain. Nous avons montré, donc ici c'est une coupe histologique d'un fœtus de 22 semaines traité par l'anticorps anti-ascend. Donc on voit tous les nerfs, la prostate, l'urètre avec le sphincter, le rectum en arrière. Et on voit une très grande innervation de cet urètre masculin via un abord postérieur. Et donc ces nerfs étaient principalement sensoriels, ils étaient autonomes et provenaient du plexus hypogastrique inférieur via plus spécifiquement les bandelettes neurovasculaires qui sont normalement les nerfs connus comme assurant l'érection. On voit ici une reconstruction tridimensionnelle avec la prostate, le sphincter de l'urètre et les nerfs. Et on voit que ces nerfs vont innerver le sphincter strié et lisse de l'urètre, mais aussi, du coup, comme on a vu plus haut, ce muscle recto-urétral, cette partie centrale musculaire lisse. Et donc ces résultats sont en soumission dans Neurourol.
En conclusion, nous avons systématisé le plancher pelvien en une partie médiane, musculaire lisse, viscérale, sous contrôle nerveux autonome via le plexus épigastrique inférieur. Nous avons montré une participation du système nerveux autonome donc à l'innervation du sphincter de l'urètre et à la partie médiale du muscle élévateur de l'anus. Et donc il y a aussi une partie latérale par contre qui est striée et qui est sous contrôle somatique. Ces résultats sont importants pour la compréhension des dysfonctions du plancher pelvien au cours de la grossesse avec l'étirement de sénaire, au cours de l'accouchement, au cours de la chirurgie pelvienne, des chirurgies pelviennes radicales et pour les techniques de rééducation pelvie-périnéale. Un modèle pédagogique, effectivement, ici, on sait que le bassin osseux est une région qui est difficile à comprendre. Les muscles du diaphragme pelvien sont dans des régions qui sont complexes. Eh bien, la reconstruction tridimensionnelle peut être animée et peut permettre d'enseigner l'anatomie aux étudiants. Quelles sont les perspectives ? Une étude clinique qui est en train d'être réalisée à Rennes pour comparer, pour savoir le rôle de ces cellules musculaires lisses dans la genèse des prolapsus et une étude sur l'innervation utérine. Je vous remercie de votre attention. Superbe travail anatomique, effectivement. Merci. Ça va être difficile de disséquer un pelvis d'embryon, non ? En fait, justement, cette technique, elle permet de faire un prélèvement monobloc. Donc, on prélève vraiment tout le bassin, on désarticule l'articulation de la hanche, on coupe juste au-dessus des crêtes iliaques, donc on l'a en monobloc, on l'inclut en paraffine et ensuite on fait des coupes sérieux au microtome. Et du coup, ce qui nous permet d'avoir une anatomie beaucoup plus objective et réelle, parce qu'on n'a pas tous les biais, les artefacts de dissection chirurgicaux, qui nous permet en fait d'être beaucoup plus précis et de ne pas avoir des déplacements de structure qui pourraient mener à des conclusions qui ne sont pas exactes. Merci Dominique Franco. Non, c'est un très joli travail et sur la durée en plus. Alors, quelles sont les applications pratiques ? J'avais commencé à les évoquer, mais est-ce que vous pouvez aller plus loin sur ce que ça va changer dans la prise en charge des patients ? Une meilleure connaissance de cette innervation ? Alors déjà, dans la connaissance de la physiopathologie, il est vrai que l'innervation du muscle élévateur de l'anus a toujours été décrite comme somatique et comme provenant du nerf finalement pudendal. Et en fait, on se rend compte que des patientes que l'on opère en chirurgie, que ce soit pour des prolapsus ou en chirurgie oncologique, ont des troubles de dysfonction du plancher pelvien qui sont trop peu recherchés, probablement par section, par lésion du plexus épigastrique inférieur, du système nerveux autonome. Et justement, on le voit dans les techniques de promontofixation, on va fixer les bandelettes sur le muscle élévateur de l'anus, là où passent tous les nerfs autonomes, et ces patientes ont probablement des dysfonctions du plancher pelvien dues à ces techniques. Donc, déjà pour la chirurgie pelvienne. Ensuite, pour la technique de rééducation, les techniques de rééducation utilisent principalement les contractions musculaires volontaires. Et on voit qu'il y a beaucoup de cellules musculaires lisses avec une innervation autonome. On pourrait imaginer des techniques qui soient plus électriques, qui soient du coup involontaires comme complément pour améliorer les résultats de rééducation. Et donc, dans les gestes chirurgicaux, quelles sont les recommandations qui vont dérouler de cette découverte ? C'est le plexus autonome qui joue Alors, je pense qu'il y a encore en clinique, il y a encore un pas clinique pour vraiment asseoir ces résultats. Mais une fois qu'il sera fait, je pense qu'effectivement, de faire une chirurgie qui soit vraiment du nerve sparing, pas que pour l'endométriose, mais aussi pour des chirurgies oncologiques avec des patients qui finalement ont des survies qui sont assez longues pour leur éviter les dysfonctions du plancher pelvien, et aussi pour les chirurgies du prolapsus. Identifier le nerf épigastrique, identifier le plexus épigastrique inférieur avant de poser les bandelettes pour qu'on soit le moins traumatisant possible sur les nerfs. Merci. Merci beaucoup. Moi, je voulais vous poser la question dans le prolongement. Ce serait finalement avec les techniques de neurostimulation qu'on utilise, est-ce que ça va modifier un peu le programme ou l'endroit où on implante les électrodes Je pense que justement, c'est de la recherche à faire encore pour savoir exactement où les poser. En tout cas, je vous félicite, vraiment très brillant. Il y a déjà beaucoup de publications. Puis je félicite au passage Gérard Benoît, son maître. Vous faites une thèse ? Oui, je l'ai soutenue en juin. D'accord. Merci beaucoup.